Merci en tout cas à toutes et à tous d'être venus ce matin chez Verizon Media. Et on va donc démarrer notre petit déjeuner. J'invite Jérôme Lemaire de Verizon Media et Valérie Bichman, qui est notre nouveau rapporteur de la commission publicité mobile, à nous rejoindre sur scène et à se présenter. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Donc effectivement, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Vadim, je suis chez Groupe M, donc l'agence média, et effectivement je suis également donc, rapporteur de la commission publicité mobile. Et donc cette commission a pour vocation de réunir tous les acteurs du marché autour de 3-4 verticales, même 5 maintenant qu'on est ouvert, qui sont la performance analytics, donc ça va être tous les acteurs qui vont permettre de mesurer et de générer de la performance sur le mobile. On a aussi ouvert un GT créativité, et donc là nous avons effectivement nos amis Gameloft et Sublime dans la boucle, mais d'autres aussi, qui a vocation aussi à vulgariser et faire de la pédagogie sur tous les formats mobiles possibles et toutes les nouveautés des formats mobiles possibles aujourd'hui sur le marché. Nous avons également un GT, un groupe de travail sur le volet Drive to Store, qui est un gros sujet du moment. Et donc là, on réalise des études B2C, B2B là-dessus, qui vont sortir en septembre sur ce sujet-là. Et un dernier GT, que j'oublie pas, alors on a ouvert le GT audio aussi, sur tout ce qui est audio digital, audio programmatique, qui est évidemment forcément très mobile, parce que Spotify, Deezer, le Synergy, etc., c'est des solutions qu'on écoute surtout sur son smartphone. Et j'en ai oublié un, il va me revenir. Ça, tu me retrouves, voilà, effectivement, je pense que je vais arrêter tous. Voilà, donc du coup, effectivement, donc, c'est une commission où on a beaucoup de membres à date, on a quand même plus d'une cinquantaine d'acteurs, et donc voilà, donc, si vous voulez vous joindre à cette commission, l'idée c'est qu'on se retrouve, on a des ligues de groupes de travail qui évidemment portent les différents sujets. Au global, évidemment, il y a des commissions, des réunions qui sont sur toutes les verticales du mobile, on discute entre nous, et évidemment l'idée c'est de produire des livrables régulièrement là-dessus, de prendre la parole lors de petits déjeuners comme ce matin donc autour de la créativité, mais évidemment sur toutes les autres verticales, et voilà, donc si vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à me contacter si vous voulez rejoindre cette commission publicité mobile. Merci. Merci Nadim, et avant de donner la parole à Jérôme Lemaire de Verizon, qui nous dira peut-être aussi un petit mot sur Verizon, on rappelle le programme de la matinée, donc on va avoir dans quelques instants un best-of Cannes Lions par Jérôme Lemaire. Pour ceux qui n'ont pas pu aller à cet événement, une petite synthèse en une dizaine de bullet points, et ensuite une présentation de notre partenaire Gameloft, qui va nous expliquer comment la gamification booste l'engagement. Merci à Gameloft d'être partenaire. Et ensuite une table ronde à nouveau sur ces sujets, comment allier publicité mobile grâce à la vidéo, la personnalisation, la gamification ou la conversation. À partir de 10h15, vous pourrez reprendre des échanges informels autour d'un café. Et je vais donner du coup tout de suite la parole à Jérôme Lemaire, qui peut-être avant de nous parler de Cannes Lions, peut nous parler de Verizon en quelques mots. Avec plaisir, merci Jérôme. Merci Denis d'avoir parlé avec l'équipe ce matin. J'ai plaisir à vous accueillir, on accueille très souvent la MMA, donc vous étiez chez Verizon Media. Je ne sais pas si tout le monde sait exactement ce qui fait Verizon Media. Donc Verizon Media, c'est l'entité média du groupe Verizon qui a été connue dans le monde. On parle de la 16e et 15e capitalisation boursière au global. Plus concrètement, on a des marques médias, donc on a acheté Yahoo, AOL aussi, qui est plus présent en Europe, encore assez fort aux États-Unis. Il y a des marques de HuffPost aussi, TechCrunch, Gadgets. Donc il y a des marques médias d'un côté, et on a aussi une société d'agtech avec justement un DSP, plusieurs SSP, donc vraiment un full stack sur la partie publicité, que ce soit techno ou média. On a la chance d'avoir ces locaux que notre poste met à disposition, car vous voulez créer un lieu d'échange. On accueille énormément d'annonceurs, d'agences aussi, ou d'organisations comme la MMA ou comme le Geste, qu'on a eu il y a 2 jours avec la présidente de la CNIL. Voilà, donc moi sur la partie MMA, je guide une commission qui est dédiée à l'innovation et aux startups. Donc c'est une commission qui est transverse. C'est-à-dire aussi, le disait, on va beaucoup parler de l'audio, parce que l'audio c'est certainement l'internet de demain. Donc il y a l'audio, le média aussi qu'on entend sur Spotify
et également des usages qui vont évoluer. Donc je vous invite aussi, si vous êtes dans ce secteur-là, à me contacter, on peut vous donner la parole, on peut échanger. Encore une fois, il y a un lieu de carrefour d'échange où on fait rencontrer justement des clients et des prospects. Merci pour cette présentation. Alors, je le disais la semaine dernière, un grand événement à Cannes, les Cannes Lions. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette semaine? Il faut retenir de cette 66e édition, c'était la semaine dernière. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont eu la chance d'y assister. N'hésitez pas à lever la main sur qui était. Monsieur qui travaillait. Alors, Verizon a la chance d'avoir, au groupe américain, on avait une plage cet été, donc cette année. L'idée, c'est de faire un rapide condensé un petit peu des tendances qu'on a pu voir se dégager à Cannes. Donc, Cannes, historiquement, c'est un festival de la créativité qui est, entre guillemets, de moins en moins. Hein. C'était vraiment la prédominance des agences créa. Aujourd'hui, on assiste notamment sur le digital à une fusion, une discussion où la data et la créa se rejoignent avec des problématiques communes. Donc voilà, j'ai fait un petit jeu de mots avec Jérôme, on a inversé le slogan du 68, parce que derrière, effectivement, la croisette, les hôtels, les soirées, les bateaux, les yachts, donc l'image de carte postale, on est en plein dans la transformation digitale aujourd'hui, plus que jamais. Ça se traduit par des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché. Alors, bien évidemment, la prédominance des GAFA, on parle très souvent, mais également l'arrivée d'acteurs comme les SS2I, les SNN, ESN, c'est entreprise de services numériques. c'est un volant Accenture ou les Arsenum qui viennent aussi se positionner à la fois sur la partie conseil et sur la partie data, parce que c'est aussi l'enjeu. Voilà, donc, des soirées comme d'habitude, mais derrière aussi une grosse pression, énormément de compétition. Je regardais ce matin une vidéo justement de Raphaël Evandris qui parlait de plus en plus de compétition et le besoin aujourd'hui des annonceurs, c'était de maîtriser l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, qu'elles soient créa ou data, donc de connaître qui fait quoi et quelles sont les prédominances de chacun. Alors si on fait un petit focus vraiment plus sur la partie créa, voilà, c'est quand même 31 campagnes avec pratiquement 100 pays qui sont édités. Il y a plus de 30 catégories et il y a pratiquement 1000 Lions qui sont remis en l'espace d'une semaine. Donc c'est quand même la grandesse de la créa pour les agences créa et c'est important de faire un petit focus dessus. Donc la France cette année a performé correctement parce que c'est le 4e pays qui a derrière le Brésil, le UK et les États-Unis avec à peu près 60 prix. Vous voyez, il y a pas mal d'agences, c'est bien la partie, on voit que c'est TBWA qui est passé devant, mais de très peu avec des DB et la Cannes. Et puis aussi, elle a noté un grand prix qui était décerné à l'agence Marseille pour sa campagne Carrefour. On fait un petit focus sur la partie mobile, QMMA. Donc, il y a une section mobile qui rend des prix. Donc, cette année, le prix qui a été attribué, je vais mettre la petite vidéo, a été attribué à Burger King pour leur campagne donc, Détour. Alors. Burger King wants you to come here. Yes, McDonald's. Burger King is trolling its fast food rival. With a promotion available through the Burger King mobile app. Yeah, but there is a small catch. So I thought it's Burger King commercial where you get the Whopper for a penny. Only. En fait, l'idée c'était de pouvoir commander à Burger King dès qu'on était à proximité d'un animal pour un cent. Voilà, c'est stratégiquement très bien vu aussi. Et c'est ce que Use Burger King's BK app and then eat within 600 feet of a McDonald's restaurant. Burger King geofenced over 14,000 McDonald's restaurants in the U.S. Unbelievable. So I parked my news car about 100 feet from a McDonald's. I feel weird. I'm at McDonald's getting the coupon for Burger King. I almost feel like I'm stealing. Go for the unlock. Yes. Unlock the Whopper Detour. This is a really cool promo, guys. How fun is this? voilà, c'est une campagne stratégique qui est très jolie. Elle a surtout permis à Burger King de remonter dans les chiffres des scores. Ils étaient pratiquement 700e, ils sont passés justement grâce à cette campagne avec vraiment 1 million de téléchargements à Netflix. That's funny. Voilà, donc c'était le Grand Prix ici. On avait beaucoup de drive to store, on parle de mobile, donc c'est quelque chose de très bien agencé,
peut-être plus sur la mécanique en elle-même que sur la partie créa. On a aussi noté cette fois-ci un prix spécial, donc le Bob Lions, qui s'adressait donc en fait à une nouvelle application qui utilise la réalité augmentée et qui se propose en fait, notamment pour les étudiants américains et les enfants américains, quand ils parcourent un livre d'histoire, à chaque fois en fait il y a un nom d'un président ou un nom masculin qui est sorti, ils utilisent cette appli-là, et en fait on leur donne un nom d'une personne qui est une femme, qui a vécu à la même époque et qui a aussi marqué son histoire. Donc c'était un petit clin d'œil, mais c'était aussi important de... Christopher Columbus, John Adams, Abraham Lincoln, George Washington, Thomas Jefferson, and Madison. If you swipe like in the history book, you see like men in every single page. History absolutely has been his story. History has been written by men for men. L'idée aussi d'ailleurs c'est de prouver que la techno n'est pas, on parle beaucoup médias parce que c'est aussi là où on se concentre, mais on peut utiliser la réalité augmentée pour des causes plus nobles entre guillemets ou plus sociétales. One of the problems with textbooks is they've stayed the same for a long time. One of the really neat things that Herstory does is it sort of presents them with a whole new world. Herstory is showing, young girls that you can do amazing things too. It's not a man's world. This app literally has the power to change history. It changes history, it expands history, and it empowers the person who's using it. Live story gives me like confidence because I know that she did it, so I could do it too. Voilà. C'est pour montrer donc d'un point de vue créa, on utilise la réalité augmentée. C'est pas un game changer absolu, mais en tout cas c'est intéressant de vous présenter ça parce que justement ça pousse d'autres causes. Et puis un petit cocorico aussi, puisque l'agence DDB Paris a gagné un bronze, une statuette de bronze sur l'expérience digitale en réalité augmentée pour leur nouveau jeu qui s'appelle Echoes. Alors ça c'est juste le trailer que je vais vous montrer. J'en profite aussi pour dire que Game of a également gagné un prix sur Asphalt 9 avec Apple, on n'a pas cité ici. C'était pas à Cannes, donc je vous la mets rapidement parce que ça dure 2 minutes. Encore une fois, l'utilisation de la réalité augmentée, c'est une vraie tendance aujourd'hui sur le... As you must know, the world has collapsed. A smallpox hybrid has been released around the world, decimating a great part of mankind and shutting down every source of information. Understanding what happened during those 7 months is key to survive. By using data collected from phone calls, surveillance cameras, and discarded smartphones, I'm able to project augmented reality recreations of prior events that occurred at your location. I'm scared of shooting you! We call them echoes. Echoes are all around you. They recount what happened near your grocery store. Going somewhere? No. No, we're not. No, we're not. Your school, 1, 2. What's happening? and even your local gas station. Be quick. Okay, good. It's working. Discovering Echo will unlock rewards. Rewards that in a few weeks will help ensure your survival. Bah, c'était pour le petit trailer, n'hésitez pas, il y a Cyril qui sera juste après, si vous avez des questions sur la partie créativité et gaming. On est en plein dedans, et puis un petit clin d'œil aussi, juste pour vous dire que Snap avait aussi utilisé la réalité augmentée. C'est vraiment la tendance de cette année et même des dernières années pour en fait jouer avec la couverture de CB News. Les gens qui étaient présents à Cannes, c'était un petit clin d'œil sympa aussi. Mais derrière tout ça, en fait, on voit qu'on a des créas, mais
ça pose aussi donc, la vraie question d'aujourd'hui, comment on orchestre tout ça. Et j'ai pris cette situation exactement de Google, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, la data nous permet de savoir à peu près tout ce qu'ils font. Alors, quand je dis tout, j'ai vu aussi. On sait où est-ce qu'ils habitent, quand est-ce qu'ils vont en vacances, comment ils consomment l'Internet. Voilà. Mais on oublie aussi des fois quand même qu'il y a quand même un planeur stratégique, notamment dans les agences, qui est fondamental. Donc, il y a un apport humain qui reste aussi très très important dans l'univers hyper chargé du digital et encore plus du mobile. Donc, c'était de rappeler qu'il existe aujourd'hui des solutions à la fois data, techno, créa aussi, mais que derrière, il faut qu'elles soient quand même orchestrées par des humains ou des gens avec une certaine compétence, parce que sinon, ça va être très compliqué. Il faut toujours se remettre aussi à la place d'un annonceur aujourd'hui qui voit arriver 5-6 prestataires, c'est pas exactement ce qu'ils font. Voilà, c'est aussi important d'avoir cette maîtrise-là. Il s'agit en plus de Google, qui est quand même des deux acteurs prédominants sur le marché du mobile. Donc, ayez ça aussi en tête, c'est important. Et je terminerai non pas par la plage Verizon qui était vraiment très agréable. Verizon, c'est un groupe de telco. Aujourd'hui, on parle beaucoup de 5G. Je ne sais pas si vous entendez parler de 5G. Donc, c'est en test aujourd'hui en France. Ça commence à se développer un petit peu aux États-Unis. Donc, on n'est pas encore un truc de grand public, où ça sera dans quelques années. Mais pourquoi ça? C'est en fait, la 5G va permettre justement d'accélérer les expériences digitales et l'expérience utilisateur. On va avoir des tuyaux plus larges qui vont réduire la bande passante, il n'y aura plus de temps de latence, ce qui va pouvoir permettre aujourd'hui donc justement d'aller beaucoup plus loin dans les expériences digitales. Alors, on parle beaucoup de l'IoT, donc l'Internet des objets ou la domotique, mais ça va également aussi avoir un vrai impact sur la partie publicitaire. Donc c'est important. Vous êtes chez Verizon Media, un des premiers opérateurs en enclos, ça sera exactement pareil chez AT&T, qui est l'équivalent américain, le concurrent américain. Donc voilà, c'est aussi ce qui préfigure sur la partie data et tuyaux. Aujourd'hui, l'expérience, la créa, elle sort des tuyaux, et plus ces tuyaux sont gros, plus on peut mettre de choses, et plus on peut interagir et créer des nouvelles expériences. On sortira un petit peu de ce qui se passe peut-être un peu aujourd'hui, quand on fait une campagne de réalité augmentée. Ça reste un peu événementiel, un peu en mode laboratoire. La 5G va permettre justement d'industrialiser tout ça et d'être très rapide. C'est pas pour tout de suite en France, on n'arrivera pas avant 2 ou 3 ans minimum, mais c'est aussi une des grandes tendances qui va permettre d'accélérer la créativité, notamment sur le mobile, dans le digital, mais encore plus sur le mobile, sachant qu'aujourd'hui, les gens sont mobile first, c'est extrêmement important aujourd'hui. Ayez ça en tête, que pour faire des belles créas, c'est très bien, mais il faut avoir d'abord passante derrière, et c'est ce qui arrive, et c'est aussi une tendance qu'on a revue à Cannes. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci Jérôme, et on va donner la parole à Cyril Guilleminot pour nous parler de gamification. Et Jérôme le rappelait, Gamef qui a été récompensé par Apple pour la qualité de son dernier jeu Asphalt 9 qu'on a vu, tout le monde a téléchargé. Merci pour l'avoir rappelé, effectivement, c'est toujours important pour nous de se voir décerner ce genre de récompense. Donc Asphalt 9, c'est le jeu leader de course automobile sur Store, sur Google Play, un jeu d'arcade très facile à prendre en main qui a été récompensé par Apple il y a 3 semaines pour toutes ces innovations, pour la qualité du développement qui a intégré toutes les dernières technologies Apple et puis pour l'intérêt que ça suscite auprès des consommateurs. Donc on est très fiers de ça. Alors, gamification, j'ai 15 minutes, c'est ça, pour développer le sujet. Donc, je vais essayer de faire concis. J'espère qu'on aura quelques questions-réponses à la fin. Donc, je vais essayer de faire du mieux possible pour tenir l'horaire. Donc, la gamification au service de l'engagement. Alors, déjà, je vais commencer par quelques rappels génériques un peu sur le marché, sur les joueurs qui sont-ils. C'est toujours intéressant de débloquer certaines idées reçues. Je parlerai de gamification, puis ensuite on verra deux cas pratiques. Donc, Gameloft, je pense que vous connaissez au moins le nom de la société, ça fait 19 ans qu'on est sur le marché, qu'on crée des jeux mobiles, puis jeux mobiles et tablettes. Aujourd'hui, on fait également du jeu PC console, on s'est développé sur la Nintendo Switch, donc on commence à réattaquer le marché des consoles, donc on évolue vers un modèle, on va dire, multi-écran, c'est un peu le modèle de demain. C'est 4200 employés, beaucoup sont dédiés à la production directe de nos jeux, tout se fait en interne. Plus de 190 jeux produits depuis le début de l'existence de la société. 41 minutes par jour de temps moyen de jeu, ça c'est intéressant, découpé en 7 sessions par jour, c'est un temps d'usage qui est plus ou moins similaire à ce que vous consommez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Donc c'est un temps d'usage qui commence à être très important dans le parcours de consommation des contenus digitaux du consommateur tous les jours.
Donc ça, c'est ce qu'on constate sur notre bassin d'audience. Pas loin de 100 millions de joueurs mensuels sur l'ensemble de nos propriétés dans le monde entier. Donc ça fait pas mal d'audience. Et surtout, ce qui importe pour nous aussi, c'est le nombre d'étoiles qu'on a sur les stores. Donc, depuis l'arrivée des stores, on sait exactement si on a fait un bon produit ou pas un bon produit. Et on sait tout de suite comment l'améliorer. Et ça, on est aussi très très fiers de ce niveau de notation, parce que c'est ce qui, quelque part, valide le positionnement de Gameloft en étant producteur de jeux avec une expérience haut de gamme. Alors ça, c'est... je vais laisser un petit peu la vidéo tourner. En fait, pour illustrer aussi le fait que le jeu vidéo, c'est quand même quelque chose qui est très très grand public. Et là, on verra les acteurs. Voilà, c'est Keanu, merci. Donc ça a été présenté au dernier esprit pendant la keynote Xbox. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'aujourd'hui, le jeu mobile, enfin le jeu vidéo dans son ensemble, c'est vraiment une industrie qui est extrêmement grand public, extrêmement bien implémentée, on va le voir juste après, et qui déchaîne des passions, qui déchaîne des émotions, et qui, on va le voir un peu plus tard, qui va engager les consommateurs et les spectateurs. Voilà. Voilà ce que ça arrive à provoquer aujourd'hui. Donc pour combattre certaines idées reçues, l'âge moyen du joueur, 39 ans. Ça, c'est les dernières données qu'on a du CEL en 2018, donc c'est tout frais. Donc ça, c'est sur l'ensemble du marché du jeu vidéo. Hein, donc on est très très loin du stéréotype adolescent. Ce qui est intéressant de le voir, c'est que, alors le chiffre n'est pas sur cette slide, mais c'est plus de 50% de la population française joue à des jeux vidéo. Et au sens de l'étude, c'est qu'il a joué aux jeux vidéo dans les derniers 30 jours, quand la question leur a été posée, ce qui veut dire qu'on est quand même sur des niveaux de connaissance des jeux vidéo et d'utilisation des jeux vidéo qui sont encore bien supérieurs, parce qu'on a pu jouer il y a 3 mois et peut être comptabilisé comme étant un joueur, on va dire, plus ou moins régulier. 47% des joueurs sont des joueuses, donc là aussi on est vraiment sur un équilibre pas parfait mais quasi parfait homme-femme. 83% des 35-44 ans jouent. Alors c'est-à-dire qu'en dessous, sur les 30 d'âge inférieurs, quasiment tout le monde joue. À des jeux vidéo, sur PC, sur console, sur mobile. Et presque 30% de la population joue tous les jours presque. Donc aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est quelque chose qui est massif. Et ça se traduit dans les chiffres des différents marchés d'entertainment. Hein. Donc le jeu vidéo, voilà, c'est la grande patate qui est là, enfin la grande barre qui est là, qui est loin devant le marché du livre, loin devant le marché du cinéma, loin devant le marché de la musique en streaming, Spotify, etc., loin devant le marché de la vidéo en streaming, Netflix, etc., etc. Et dans le jeu vidéo, plus de la moitié, c'est du jeu mobile. Donc on se situe à peu près. Donc le jeu mobile, c'est plus gros que toutes ces industries. Et le jeu mobile, c'est dans l'univers du jeu vidéo, le secteur qui connaît le plus fort taux de croissance, donc on est à plus de 25% l'an dernier. Donc on est sur un segment qui est vraiment extrêmement mass market et maintenant qui fait partie du quotidien de beaucoup de personnes. Alors cette phrase est intéressante, la revaleur de l'inventaire repose sur l'implication. Alors le premier point d'industrie de la RSITC va être de mesurer le temps d'implication visible. Alors Luma Partners, c'est une grosse banque d'investissement qui investit essentiellement dans tout ce qui est projets digitaux, sociétés de digital, de l'entertainment digital. Donc ça c'est une vraie signification, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir de l'inventaire, c'est bien d'avoir de l'espace pub, et c'est encore mieux si cet inventaire, cet espace pub vous permet de générer des interactions et d'impliquer le consommateur dans ce que vous lui présentez. Et c'est pour ça que nous, sur la gamification, on a une opportunité qui est vraiment, qui paraissait évidente déjà, parce que Gameloft, nous on fabrique des jeux, donc fabriquer des jeux, ça veut dire fabriquer de l'engagement, fabriquer de l'implication, pour attirer le consommateur sur ces produits-là et le faire jouer le plus longtemps possible. Et la gamification est une réponse à ces problématiques d'engagement que peuvent connaître les marques sur les différents supports. Donc quand on parle de gamification, c'est un mélange de différentes choses. C'est une dimension sociale, c'est-à-dire que voilà, je vais jouer à un jeu, je vais partager cette expérience avec mes amis. C'est de l'interactivité. Je vais interagir avec le produit au travers d'interactions sur mon écran, ou d'un gamepad, ou d'un clavier. C'est la rejouabilité. L'expérience que j'ai accomplie, je peux la refaire. C'est d'améliorer mon score. Le défi. J'ai fait un score, je vais essayer de battre ce score, ou de battre mes copains. La récompense. J'arrive au bout d'un niveau, j'arrive au bout d'une expérience dans le jeu, je suis récompensé. Ça peut être
simple récompense digitale, comme un badge. Voilà, j'ai réussi à atteindre un niveau, j'ai le badge qui correspond à ce niveau. Ça peut être une récompense physique dans un jeu. Je peux, pourquoi pas, gagner quelque chose qu'on va envoyer par la poste parce que voilà, j'ai réussi à accomplir la tâche. Et le succès. Le succès, la notion de succès, réussir à passer l'épreuve, c'est quelque chose qui est très, très satisfaisant très valorisant pour le consommateur. Alors quand on joue à un jeu vidéo, c'est pas je joue et puis l'expérience elle est comme ça linéaire, ça se passe pas du tout comme ça, c'est plus un roller coaster. Alors ce roller coaster il correspond à quoi? Il correspond à différentes émotions qu'on va ressentir lorsqu'on joue. Donc tout ce que j'ai dit précédemment, si on fait une courbe, voilà, on va s'apercevoir que en termes d'émotions générées, le succès, la satisfaction, le soulagement, ce sont des émotions assez fortes qui mettent le joueur dans de bonnes conditions. Et après, le jeu aussi, c'est de la frustration, c'est de la pression, c'est du défi. Voilà, c'est différentes notions qui vont maintenir le consommateur en haleine tout au long de l'expérience. Et en fait, ça, c'est des techniques que les développeurs de jeux maîtrisent très très bien depuis des années, qui sont connues. Et pour développer un jeu, voilà, ça requiert des compétences spécifiques, des game designers, des level designers, des gens qui savent narrer une histoire, qui savent accrocher le consommateur. Et c'est toutes ces compétences qui commencent déjà sur le papier avant même de coder un jeu, qu'on met au service d'une publicité plus attractive et plus interactive. C'est un peu la façon dont on conçoit des AdWords games. Chez Gameloft, on a lancé ça depuis quelques années, on était à 100 pointes sur le sujet. C'est comment gamifier une expérience publicitaire. C'est ça un AdWords game. C'est une publicité, comment je vais la rendre jouable et comment je vais la rendre plus attractive et interactive avec le consommateur. Et typiquement, quand on diffuse ce type de publicité dans nos jeux, ou même une publicité plus classique comme une vidéo, on s'attache plutôt à la diffuser sur les moments de succès, de satisfaction, de soulagement, là où le consommateur est plus dans un bon environnement émotionnel. Alors tout ça, c'est des choses qui sortent pas du chapeau. Je vais faire vraiment un bref aperçu. C'est que quand on joue à des jeux vidéo, ça déclenche des émotions qui correspondent en fait à différentes substances qui sont lâchées dans le cerveau et qui vont renforcer ces sentiments de mémorisation, de concentration. Quand on joue à un jeu vidéo, on est super concentré. C'est pour ça que quand aujourd'hui on propose des expériences de gamification à des marques pour leurs clients, on se rend compte souvent qu'on a des taux de réponse, des KPI qui sont très supérieurs à d'autres types de campagnes. Pourquoi? Parce que les consommateurs sont 100% focus sur ce qu'ils font, c'est-à-dire sur le jeu. Quand on leur propose une marque qui vient dans un jeu pour aider à résoudre un problème, par exemple, je regarde une vidéo en échange d'énergie dans un jeu, et bon, on a des taux des KPI qui sont super bons, parce que là, il n'y a pas de distraction. Quand on regarde une publicité sur un mobile dans un jeu, on ne fait pas autre chose. Et donc, tous ces éléments-là, contribuent aussi à renforcer l'efficacité de la publicité, crédibilité du message, la notoriété, l'association positive, l'expérience que le consommateur est en train de vivre. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont très importants lorsqu'on regarde comment gamifier une expérience de publicité. Alors, un AdWords game, là, c'est un exemple qu'on a fait pour Coca-Cola il y a un certain temps. Donc, typiquement, c'est une mécanique de match 3, vous connaissez Candy Crush, voilà comment on a réadapté pour le client Coca-Cola. Alors, un AdWords game, c'est quoi? C'est j'utilise des mécaniques de jeu, ce que j'ai dit tout à l'heure, des compétences de développement, un savoir-faire de développement de jeu à un sujet qui n'est pas du jeu, issu d'une expérience de publicité. On génère des interactions fortes avec la marque. On peut diffuser cette publicité un petit peu partout sur le marché Gameloft, pas que chez Gameloft. Ça peut être dans l'application de la marque, ça peut être sur d'autres réseaux, ça peut être sur un site web, mobile, desktop, peu importe. Ce qui permet en fait de dynamiser une approche publicitaire tout à fait conventionnelle. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ces essence de gamification, de plus en plus, on commence à les étendre également sur d'autres supports. On parle mobile, on a un prisme mobile chez Gameloft évidemment, c'est un peu notre ADN. Mais ce savoir-faire, je dirais, il est un petit peu universel, il est un peu indépendant du support, notamment les dernières expérimentations qu'on peut faire en DOH.
un panneau publicitaire comme celui-ci, c'est un grand écran sur lequel on peut diffuser des expériences, soit interagir, s'il y a d'aller équipé d'une partie sensitive pour interagir avec le doigt, ou alors on peut l'appeler avec un téléphone mobile pour pouvoir interagir avec ce qui se passe sur le grand écran. Donc voilà, donc tout ce qui est gamification relève à la fin de concentration et d'émotion, et c'est ce qui rend le type de support, le type d'expérience intéressant. Deux petites études de cas, il me reste à peine 5 minutes, non 3 minutes, je vais faire vite. Un partenaire qui nous est cher, c'est Kellogg's. Kellogg's qui a une gamme de céréales, s'il y a des enfants vous devez connaître, c'est Fruit Loops. Donc c'est une gamme de céréales qui existe depuis très longtemps, depuis les années 60, avec des personnages iconiques. Donc l'idée avec Kellogg's, c'était d'engager le consommateur avec sa mascotte qui est Sam le Toucan. C'est la mascotte de Fruit Loops sur les appareils mobiles. Pourquoi? Parce que voilà, c'est des personnages qui existent depuis très longtemps et Kellogg voulait reconnecter ces personnages-là qui sont iconiques de ce produit-là avec des générations plus jeunes qui notamment utilisent presque exclusivement le mobile. Donc là, ces personnages-là, vous les retrouvez dans les premières pubs dans les années 60. Et donc l'idée, c'était de recréer ce lien. Et en fait, la solution, c'était relativement simple. C'était de créer deux jeux, voilà, qui s'appelait Beyond Gravity. Donc voilà, il y avait le personnage de Fruit Loops, il fallait les céréales qui tournaient, il fallait pouvoir adapter la trajectoire pour récupérer toutes les céréales entre les deux gros ronds. Et on avait 42 crabes, donc un petit crabe qui se baladait dans une sorte de labyrinthe. Voilà, et puis on avait le toucan par-dessus qui. Donc ça, c'est bon. Kellogg's était plutôt content puisqu'ils sont revenus plus d'une fois sur ce type de format. Donc 2 mini-jeux lors de la campagne pour éviter la fatigue. Voilà, c'est quelque chose que vous connaissez. Enthousiasme et maîtrise, c'est-à-dire qu'on demande au consommateur de maîtriser quand même un certain gameplay pour réussir. Donc c'est pas une expérience pour rien, c'est une expérience où il y a vraiment un peu de challenge, on titille les consommateurs justement pour faire le engagement, pour déclencher l'émotion. Et puis l'idée c'était d'associer la marque et d'augmenter sa notoriété vis-à-vis de la cible. Alors en termes de résultats, ce qui est intéressant, donc ça il y a eu plusieurs campagnes, c'est le résultat d'une campagne avec Kellogg's. Donc 5 millions d'impressions, jusque-là tout va bien. 40% de tout engagement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 100 impressions, il y a 40 consommateurs qui vont cliquer dessus. Alors si vous avez en tête les taux de clics sur interstitiel, vous vous rendez compte qu'on est sur des facteurs qui sont quasiment x10 par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. 94% d'implication totale, d'engagement totaux, c'est-à-dire que sur les 40% de personnes qui cliquent sur l'interstitiel qui déclenchent l'expérience de la dernière, 94% vont au bout. Ce qui est juste énorme. Au bout, ça veut dire en moyenne 50% de temps de jeu, enfin 50 secondes de temps de jeu. Les jeux qu'on conçoit, c'est une expérience publicitaire, sont conçus pour durer 40 à 50 secondes. Donc 94% des joueurs qui déclenchent l'expérience vont au bout. Bon, ça correspond à un objectif de partie terminée. 20% des parties relouées, c'est-à-dire que sur 100 consommateurs qui vont au bout du jeu, il y en a 20% qui recommencent. C'est plutôt intéressant. Et il y a 4 millions de minutes jouées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est vraiment sur des formats. La gamification permet d'engager très très fortement le consommateur sur des KPI qu'on connaît difficilement avec d'autres méthodes. Un autre exemple, pour terminer, Imagine Dragon, le groupe. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait pour Imagine Dragon et quel était l'objectif? Il fallait amener les gens à écouter et télécharger leur dernière chanson, Thunder, d'Imagine Dragon sur les plateformes de streaming. Donc là, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé de faire un game qui reprenait le single et qui permet d'écouter le single et d'interagir avec. Alors comment on interagit avec? Voilà. Et voilà, il fallait interagir avec son jeu sur l'écran. Voilà. Et à chaque bonne interaction, parfait. Cool. Ah, j'ai raté. Voilà, c'est comme ça qu'on permet d'engager le consommateur sur ce type d'expérience musicale. Pour ceux qui connaissent Guitar Hero sur PlayStation depuis 15 ans, ça reprend ce principe de l'électronique. Tout
toujours de la maîtrise, il faut maîtriser le placement du doigt en fonction de la musique, de l'interactivité, on interagit avec le single, c'est mieux que simplement l'écouter, puis on découvre, c'est l'objectif de découvrir ce nouveau single. 46,8% de taux d'engagement, donc quasiment une impression sur deux a conduit le consommateur à aller déclencher l'expérience. Plus d'un % de taux de clic, c'est en toute fin de sortie d'expérience. Plus de 33% d'engagement total sur les impressions. Donc voilà, c'est sûr que sur 100 impressions, plus d'un tiers des consommateurs sont allés au bout de l'expérience. Voilà, j'en ai terminé. Merci Cyril. Est-ce qu'il y a éventuellement une ou deux questions? Donc si je comprends bien Cyril, aujourd'hui la publicité mobile c'est presque de la chimie, hein. J'ai vu des slides Alors, sur l'impact du cerveau. Ouais, ça déclenche effectivement beaucoup de processus chimiques dans le cerveau, voilà, c'est aussi ça l'entertainment, hein, pas que le jeu. Après c'est c'est quel savoir-faire permettre de maîtriser ce déclenchement d'émotions, et c'est vrai qu'aujourd'hui les créateurs de jeux sont peut-être parmi les mieux placés pour pouvoir mettre ça en musique, hein, pour illustrer, pour connecter tous ces systèmes de création au monde digital, notamment à tout ce qui est besoin d'interactivité, d'interaction, au travers de processus de gamification, pour tout tas de secteurs différents. On parle de publicité mobile, on peut aussi gamifier des expériences de formation, je sais pas, des collaborateurs en interne qui suivent des sites PowerPoint ou du présentiel, on peut gamifier cette expérience pour rendre ça beaucoup plus intéressant, impliquant, on peut gamifier des expériences de programme de fidélité, en tant que conso par exemple, voilà, c'est des choses qui sont tout à fait faisables. Et un rappel sur les chiffres, aujourd'hui le jeu vidéo mobile c'est finalement un média global, peut-être même le premier vrai média global, on touche des milliards de consommateurs potentiels. Aujourd'hui dans le monde c'est 2 milliards de joueurs. Il y a encore de la marge de progression, puisque beaucoup de zones géographiques continuent à s'équiper assez massivement en smartphone. Je pense à la zone africaine notamment, qui décolle à fond en ce moment. Et puis voilà, on n'est plus limité non plus par les capacités techniques des téléphones, hein, ce qui était un de nos problèmes il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on a des téléphones qui font à peu près tout ce qu'on veut, hein, qui ne limitent plus techniquement les expériences qu'on souhaite développer et créer en nos consommateurs. Donc aujourd'hui, on est sur des devices qui font un petit peu tout, qui sont ultra connectés. Donc oui, le jeu mobile va continuer à se développer très rapidement. Très bien, merci en tout cas Cyril pour cette présentation, et on invite toutes les personnes qui veulent en savoir plus à découvrir les Advertising Solutions de Gameloft. Merci Cyril, on peut l'applaudir. Et il est temps de passer à la table ronde, donc j'invite Alexandra Ali, Violaine Dimiglio et Jérôme Maréchal à me rejoindre sur scène. Installez-vous, on va mettre Alexandre au bout, Violaine au milieu et Jérôme à ma droite. Je vous donne des micros, normalement on en a tous un. Vérifiez bien qu'ils sont allumés. Et on va commencer peut-être par un petit tour de présentation pour que chacun se présente. Jérôme Maréchal, vous êtes associé et managing director Europe du Sud de Subi. Est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots, en quelques chiffres, en quelques dates, votre société? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc Subi, c'est une marketplace qui a été créée il y a maintenant 6 ans. Donc on est un acteur, nous, branding, hein, une marketplace qui fait en fait l'interface entre les annonceurs et les publishers et les annonceurs à travers la diffusion donc, de campagnes branding. En quelques chiffres? Quelques chiffres. Actuellement, donc, on a à peu près 160 employés, on a 7 bureaux dans le monde, on représente à peu près une vingtaine de pays. Des gros chiffres, une forte croissance. Écoute, oui, c'est pas mal. Et avec un défi, j'imagine, c'est d'accompagner les nouveaux usages autour du mobile. Entre autres, alors nous on a une spécificité, c'est que nous on n'est pas mobile first. On a démarré sur le desktop, on a été les premiers à industrialiser l'habillage et à proposer de la scénarisation sur l'habillage. Et on s'est servi de cette expérience de scénarisation, de créativité sur le display, sur l'habillage, pour transposer et créer des nouveaux formats mobiles. Une nouvelle expérience. Votre slogan, c'est Creativity at Scale. Ça veut dire quoi? Non, mais c'est justement ça. Nous, on s'est aperçu que la publicité digitale a un impact formidable, mais que le rendu créatif et ce qu'on propose en termes de créativité, elle était relativement court.
Et donc, il y a des choses à améliorer. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Et on va y revenir. À votre droite, Violaine Emilio, bonjour. Bonjour. Directrice générale adjointe chez Énergie. Alors, Énergie, évidemment, une station de radio que tout le monde connaît, mais qui s'est considérablement diversifiée ces dernières années, qui fait aussi de la télé et évidemment du digital. Oui, en effet, Énergie, tout le monde le connaît. Énergie s'est enrichi déjà fin des années 90 de Nostalgie, Rire et Chanson et Chérie FM. Ensuite, Jean-Paul Lecroux, qui est le fondateur d'Énergie, s'est lancé dans la TNT au moment où la TNT émergeait, donc c'est vrai qu'il a eu cette vision assez visionnaire. Aujourd'hui, on a 2 chaînes de TNT, Énergie 12 et Chérie 25, et une chaîne du câble, Énergie Hit. Il faut savoir qu'Énergie Hit aujourd'hui est la leader sur la diffusion des clips musicaux devant MTV, ce que souvent est oublié, mais c'est vraiment une petite chaîne qui fonctionne très bien, exactement. Et un groupe média qui est aussi en train de se transformer, avec la montée en puissance du digital et du mobile. Alors en fait, c'est un groupe média qui se transforme depuis très longtemps sur le digital. Il faut savoir que les premières web radios au sein du groupe Énergie ont été lancées en 2005. Ce que souvent on oublie, c'est-à-dire qu'en France, bien avant Deezer, bien avant Spotify, on avait déjà de la musique en streaming et des web radios qui étaient disponibles. Alors bien sûr, les flux classiques que vous pouvez entendre sur le offline, mais également 200 flux thématisés qui sont toujours disponibles. Aujourd'hui, on en a 650 dans le monde. Il faut aussi rappeler qu'Énergie, ce n'est pas qu'un groupe français, c'est un groupe français qui est aussi présent dans une vingtaine de pays. On couvre une belle partie de l'Europe, notamment l'Europe du Nord, mais également le Liban, la Russie. On a des petites expériences exotiques ailleurs. Très bien. Et votre actualité aujourd'hui, c'est accélérer sur l'audio programmatique et j'imagine aussi le mobile? Alors tout à fait. En fait, on va cacher la vérité à personne. Hein. L'audio est essentiellement écouté en univers de mobilité, donc sur le mobile. Hein, chez nous, l'écoute mobile représente 97% d'écoute de nos flux, donc ça vous donne une idée de la prédominance du mobile versus le reste. Donc oui, on regarde tout ça, on est très intéressé par les nouveaux modes d'écoute, parce qu'il y a aussi des enceintes qui arrivent, sur lesquelles on est déjà présent. Moi j'écoute Énergie sur mon vélo. Exactement. Très bien, et on va reparler dans un instant des formats. Et à votre droite, Alexandre Ali, bonjour, CEO fondateur de Pandati. Pandati, une marque de thé pour les millennials, comment on présente votre société? Alors, Pandati, c'est une marque de thé direct consumer. On fait partie de ces nouvelles entreprises qui fait des produits et qui les distribuent directement aux consommateurs, principalement via le e-commerce. On a créé cette entreprise il y a 3 ans avec l'idée de se dire qu'il y avait plein d'opportunités pour créer des marques sur le web, pas forcément avec un capital énorme, parce qu'on a lancé l'entreprise avec 6 000 € il y a 3 ans. Aujourd'hui, on investit en marketing plus d'1 million d'euros par an et on a vendu depuis septembre dernier plus de 4 millions d'infusettes de thé, donc on arrive à des chiffres qui sont assez intéressants. Et notre objectif aujourd'hui, c'est d'arriver à continuer de croître en étant rentable dans nos investissements marketing mobile. On fait, je dirais, 50% de l'investissement sur les réseaux sociaux. On fait de l'influence, on fait des campagnes plus classiques. Avec une vraie expertise sur Instagram, parce qu'on s'était vu il y a quelques années, notamment pour parler d'Instagram et de la vente de t-shirts, je crois. Donc, pour parler un petit peu de mon parcours et d'où je viens, j'ai créé plusieurs sociétés en e-commerce. La première, c'était la société RAD, c'est une marque de prêt-à-porter. Et on faisait partie des premières entreprises qui ont vraiment su, je dirais, tirer parti des réseaux sociaux. Donc, j'ai pu voir un peu l'évolution de la publicité mobile sur cet énorme réseau social. Et on voit aujourd'hui qu'il faut vraiment investir énormément dans la créativité pour essayer de se différencier et essayer de créer vraiment une marque digitale. Alors justement, on va y revenir, peut-être avec une première question pour Jérôme. Aujourd'hui, Jérôme, concrètement, quel est l'impact du mobile sur les formats publicitaires, sur le display, peut-être sur l'audio et surtout sur la vidéo? Il est énorme, considérable. Il faut tenir compte des usages et surtout des devices. C'est vrai que nous, quand on est arrivé sur le marché du mobile, notamment surtout du web mobile, on s'est rendu compte que c'est une énorme audience, énorme, qui est très très mal utilisée, très mal monétisée. Il y avait des grosses attentes côté éditeur.
Et ils se disaient que c'est vrai que ce qui était proposé en termes de format standard, classique, n'était pas satisfaisant, que ce soit pour les utilisateurs, pour les marques. Et nous, c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi là-dessus, on s'est dit, mais on va pas, si on arrive sur ce marché-là, on ne va pas proposer déjà ce qui est fait ou d'améliorer ce qui est fait, essayons de faire de la destruction et partir sur autre chose. Donc on a vraiment travaillé, faire un marketing assez profond sur un nouveau format qu'on appelle le MC, qui est un top et un bottom en parallaxe pour pas évidemment gêner le contenu, et avec un effet de swipe, on arrive sur un container, un panel, pour faire pour proposer un container avec l'interaction du mode de la vidéo, de la HTML. L'idée c'était de réinventer la bannière. L'idée de réinventer une bannière, ou d'aller plus loin que l'interstitiel qui est maintenant, de toute façon, il y a quasiment qui était bloqué, sur les écrans des mobiles. C'était de proposer quelque chose de différenciant et de pouvoir mettre de la créativité à l'intérieur de ces formats. Oui, parce qu'ils sont beaucoup plus gros que les bannières sur mobile. Oui, tout à fait. Et de proposer, après on en parlera peut-être après, différents KPI un peu plus premium et engageants. Et en tout cas, l'accueil pour ce format a été bon sur le marché. Très bon, et je remercie beaucoup les marques. Les marques ont été très joueuses, très appétesteurs de ces formats, ce qui nous a permis de faire vraiment des tests en direct avec eux, de faire de l'amélioration aussi des formats. Eux, ils ont été très très bons retours, et ça prouve qu'il y a une énorme attente et demande sur ce type de marché du display, le web mobile, et que nous, on est des acteurs maintenant assez référents là-dessus, et qu'on a un ordre d'idée, nous, on a travaillé 2 ans de recherche même sur arriver à ce qu'on développe ce nouveau format. Mais encore l'année dernière, il y a 1 an et demi, on faisait à peu près que 4% de chiffre d'affaires là-dessus. Cette année, on va faire 30%. Ah oui, donc il y a une très très forte croissance, qui est aussi liée, j'imagine, à la croissance des inventaires mobiles. Évidemment. Très bien. J'ai la même question, le mobile, ça change la donne dans vos métiers, notamment dans l'audio et dans la vidéo? Alors, vous avez créé des formats spécifiques pour cet écran? Alors, en fait, on a déjà, nous, on est un média de flux, en fait. Donc, c'est déjà un peu compliqué. Étant un média de flux, à la différence de beaucoup d'autres éditeurs, moi, j'ai en effet mes assets en prod sur lesquels je joue, mais j'ai pas que mes assets, puisque mes flux sont disponibles à la fois en audio et en vidéo sur d'autres plateformes. Alors, les plus connus, YouTube, iTunes, des nouvellement connus comme TuneIn, mais vous avez aussi plein d'agrégateurs, que ce soit des agrégateurs vidéo ou des agrégateurs audio. Alors, en vidéo, on a 2 problèmes parce qu'on a beaucoup, on va dire, de pirates, plus qu'en audio aujourd'hui. Donc, mais du coup, en fait, on a toujours eu cette espèce d'ambivalence sur des distributions plutôt sur le contenu et l'in-stream que finalement l'out-stream. Donc, sachant ça, en fait, nous, nos formats, ce sont des formats qui sont à la base des formats classiques, entre guillemets, c'est-à-dire voilà, des spots audio, des spots vidéo. Après, on peut jouer un petit peu sur les spots. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les formats que vous contrôlez, vous reproduisez les formats du broadcast, mais quand vous êtes chez des tiers, vous inventez peut-être de nouveaux formats, c'est ça? Non, en fait, on a les mêmes formats chez les uns et chez les autres. La seule différence, c'est que chez nous, on a la possibilité de mixer les formats. C'est-à-dire aujourd'hui, on a beaucoup ce qu'on appelle le companion ads. Alors, la vraie difficulté, c'est que sur la partie audio, il faut bien entendre que si vous écoutez de la musique, vous ne regardez pas forcément l'écran de votre mobile. Sur la partie vidéo, là par contre, c'est un peu mieux, puisque en général, on regarde un potentiellement les deux, on a des possibilités d'incrustation, etc., qu'on peut faire aujourd'hui. Et sur la partie audio, on essaie de travailler sur des nouveaux formats, qui sont des formats call to action à l'intérieur du flux audio, c'est-à-dire de dire, ben voilà, j'écoute mon spot, et en même temps, je fais une action qui fait que je vais faire apparaître un interstitiel, un autre format, un format bannière, ou directement je vais aller vers un site annonceur, je vais faire télécharger un bon d'achat, faire télécharger une application. Donc on a ce type de format qui commence à arriver. Est-ce qu'il y a une volonté de raccourcir peut-être la longueur des spots ou de changer tout de même des formats, ne serait-ce que pour s'adapter à la forme de l'écran du smartphone? Alors, je vais répondre en 2 temps. Donc, déjà, sur la partie audio, la vraie difficulté de l'audio, sur certains, c'est qu'on a
traditionnellement des formats de 30 secondes qui sont indicés, c'est-à-dire si vous faites du 20 secondes, le format est moins cher, etc. On réplique à peu près ce qu'on peut retrouver sur le offline. La difficulté de la radio, c'est que vous avez un certain nombre de contraintes sur certains annonceurs qui font que le temps laissé au message publicitaire est assez court. Je parle notamment quand vous avez des offres promotionnelles, quand vous êtes sur du bancaire, etc. Donc c'est vrai que sur la partie digitale, il faut le temps de raconter les mentions légales. Exactement, il faut du temps de raconter les mentions légales. La partie digitale nous permet en fait de couper ça, puisqu'on peut faire juste une mention de les mentions légales s'affichent actuellement sur le téléphone. Beaucoup plus vite. Donc il y a quand même des solutions pour adapter. Exactement. Donc ça c'est la partie. Après sur la partie audio, alors on est vraiment sur du early puisque c'est en train d'être implémenté. On est en train de travailler sur des modèles conversationnels. Là en fait on travaille sur des interactions directes avec le mobile-note. Et on parlera des conversations juste après. Alexandre Pandati, donc une marque social first, une marque mobile first. Du coup, la publicité aussi, elle s'est adaptée avec des formats spécifiques à cet écran. Donc, mobile first, je pense que oui, on fait entre 75 et 80% de transactions sur mobile. Donc, je pense que dans ce sens-là, je pense que si on doit parler d'un élément marquant des 12 derniers mois, c'est le format vertical qui clairement permet d'étendre le reach au niveau de la publicité. Là aujourd'hui, vos campagnes, concrètement, elles tournent sur Snapchat, sur Instagram. Sur Instagram, je dis Facebook, la reach Facebook en général, parce que ils peuvent diffuser en dehors de leur réseau également. Mais du coup, ça nécessite de vraiment réfléchir au moment où on va faire ces créas. On va vraiment devoir se poser des questions et sur la marque et sur la performance. Il faut savoir qu'on est dans un cadre où les régies sont de plus en plus automatisées. Facebook, il y a 5 ans, il fallait 10 personnes pour gérer un budget de 5 millions d'euros. Aujourd'hui, il en faut 2. Pourquoi? Parce que tout est automatique. L'intelligence artificielle remplace beaucoup de tâches qu'on faisait dans le passé tout seul. Du coup, le seul endroit où on peut vraiment faire la différence et on peut vraiment améliorer nos performances, c'est en ayant des créas qui sont impactantes. Pas forcément belles, pas forcément, je dirais... on va pas chercher quelque chose qui va permettre d'attirer l'attention de l'utilisateur et de le marquer dans le bon sens. Donc il y a beaucoup d'agences qui se créent en ce moment dans ce sens-là. Facebook, qui est d'ailleurs un gros sponsor de ces initiatives, ils vont même jusqu'à financer des campagnes pour certains de leurs clients. La création de nouvelles nouvelles créas pour aider leurs clients à améliorer leur performance et à relever la qualité des créas sur leur réseau. Donc concrètement chez vous, c'est principalement de la vidéo, vous êtes en train d'abandonner des formats vidéo traditionnels. On essaie de le mettre en avant le plus possible, parce qu'on peut raconter plus de choses dans une vidéo que sur une photo statique. Plutôt des vidéos verticales. Vidéo verticale quand on peut également. Et courte, entre je dirais 15 et 30 secondes max, et en essayant d'être assez concis dans le message. Alors vous êtes fabricant et donc vous contrôlez toute la chaîne, vous pensez mobile first. Jérôme, Violaine, parfois les agences sont compliquées à convaincre pour faire des formats spécifiques pour mobile. Elles arrivent avec leurs assets de la télé ou de la radio, elles n'ont pas envie de faire quelque chose de spécifique pour cette ouais. Oui, tout à fait. En fait, il manque de matériaux. Ça vient souvent de l'offline, du print, de la télé, et le numérique, c'est vrai que ça arrive après. Et nous, on voit bien, c'est pour ça qu'on a monté un énorme studio, d'ailleurs c'est l'ADN, le poumon de la société, c'est la création, c'est les web designers, c'est tous les gens qui travaillent autour de la création. Parce que les agences et parce que les annonceurs ne pensent pas comme le fait Alexandre difficilement, ça on vient. Ça fait des années qu'on en parle. Oui, je sais bien. Nous, on essaye de les aider en évangélisant, en faisant de la pédagogie. On a créé une cellule de workshop créatif où on va chez eux pour les accompagner, leur donner les best practices, leur expliquer comment on monte un format, qu'est-ce qu'on doit y mettre, comment on le scénarise, et ça les aide quand même beaucoup à avancer dans le bon sens. Violaine, il y a un sujet aussi d'accompagnement des agences pour suggérer de nouveaux formats ou c'est pas nécessaire? Disons que, je vais parler que de l'audio si ça vous dérange. Je pense que déjà là, bon, je peux parler de la vidéo, mais là, c'est plus, on va dire, récent et pour le coup innovant sur la partie audio. La première difficulté pour les agences,
c'est qu'aujourd'hui, les budgets qui sont consacrés au offline et au online n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Il faut rappeler que le marché aujourd'hui de digital, c'est l'estimation du SRI entre 11 et 12 millions, et c'est une estimation généreuse. Peut-être que cette année on y arrivera, mais très clairement l'année dernière, je pense que c'est très très généreux. Donc déjà, le marché est trop petit pour justifier la création de alors, formats. Non, ça commence pour certains. Nous, on voit déjà, on a eu énormément de mal déjà à expliquer à nos partenaires qu'une écoute en casque, puisque quand on est sur mobile, on est quand même beaucoup sur une écoute en casque, n'est pas la même en termes d'attention, en termes de concentration, qu'une écoute dans un univers, on va dire, ouvert comme une automobile, ou alors un salon où il y a des bruits annexes, et donc du coup un son qui est un peu criard classiquement sur des spots audio. Déjà refaire des spots audio qu'il faut refaire, qu'il faut adapter, etc. Ça prend un peu de temps. Donc c'est compliqué. Exactement. Après, ça n'empêche pas qu'on peut faire des innovations. On a travaillé sur tout ce qui était binaural, c'est-à-dire du son 360. On a réussi à convaincre certains. On a fait les premières publicités en son binaural, ce qui est assez intéressant, c'est très immersif. Mais il y a encore en tout cas un petit peu d'inertie pour des questions économiques, on comprend bien. Oui. Alexandre, ça vous surprend en tant qu'il y a des annonceurs qui hésitent encore à faire des choses spécifiques pour le mobile? Pour vous, c'est une évidence qu'il faut adapter ces formats à cet écran? Je pense que ça va changer très très vite. On n'a juste pas le choix en fait pour pouvoir avoir les performances qu'on avait avant, dans un cadre où globalement les prix de la publicité augmentent. Ça va être une nécessité et il y a de plus en plus d'outils pour le faire aussi plus facilement. Et je pense que ça va se démocratiser très rapidement. Alors on a parlé des formats, et notamment des formats spécifiques au mobile. Parlons aussi du storytelling. On avait Cyril Guimeux de Game Up qui nous parlait de tout ce qu'on peut attendre de la gamification. Comment est-ce qu'il faut raconter la publicité aujourd'hui au Mobinote? Quel doit être le storytelling alors des stories, Jérôme? Je pense que, comme je disais tout à l'heure, Estelle, il faut peut-être revenir à des choses un petit peu plus réelles, plus simples. Le storytelling, il a d'énormes vertus, mais il faut peut-être revenir sur des choses un peu plus ludiques, qu'on apprenne des choses et ça donne du sens aux choses. Ouais. Ça passe par là. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi, je sais pas, d'autres façons de traquer l'engagement avec le Mobinote? Oui, nous on n'est pas tout à fait sur le social, mais par exemple sur le display, quand on a créé notre format, on essayait de créer des KPI un peu premium, le swipe rate, voilà. Donc on a besoin de sortir de l'impliquant, on joue avec. Joue avec. Et c'est vraiment un engagement, parce que là, le user va incliner avec son pouce et engager. Ça ressemble à ce qu'on voyait le groupe de musique, là. Exactement. On va glisser sur la publicité, ça c'est traqué aujourd'hui. Oui, c'est traqué. Et on arrive mais ça demande des créatifs aussi qui en profitent de cet environnement tactile, qui était pas forcément une existence. Il y a quelques années. Ouais. Exactement. Donc le tactile, c'est une nouvelle réalité technologique. Et on peut acheter de nouveaux formats mobiles, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres leviers sur lesquels vous réfléchissez? Après, comme on parle du tactile, nous, à l'intérieur d'un container ou d'un panel, quand le user a swipé, il peut interagir avec ses doigts et faire bouger beaucoup de choses, regarder des produits, ouvrir, zoomer, dézoomer, mettre du son, voilà. Et là, il y a quand même... c'est de créer vraiment une proximité avec la marque. La notion de conversation, c'est aussi quelque chose sur lequel vous réfléchissez? Non, pas encore. Avec les ambassadeurs, les réseaux sociaux, avec même des bots? Pas encore? C'est encore oui, le bot, on en fait, mais il y a un but très publicitaire. Et moi, je pense, on est en train de regarder, on a la chance d'avoir Cdiscount qui nous utilise comme on est le seul acteur au branding utilisé par Cdiscount quand même. Donc ça prouve que le branding a une vertu dans le funnel de conversion. Vous voyez un bot? Oui, on a commencé à faire des tests et on voit, on va essayer d'imaginer quelque chose de plus serviciel. Et peut-être que la publicité, justement, sur mobile, elle devrait peut-être aller plus là-dessus. Et se transformer peut-être à terme en concept. Exactement. Très bien. Violaine, c'est aussi quelque chose sur lequel vous travaillez, notamment dans l'univers audio, je crois. Oui, alors, déjà l'univers audio se prête à ça. Sur la partie juste des formats, juste pour vous dire, en fait, aujourd'hui sur l'audio, on
on a quand même la possibilité d'intégrer de la data, ce que peu de gens savent en fait. Hein. Aujourd'hui, on géolocalise, on peut faire des campagnes pour les hommes, pour les femmes, pour les DCO. Sur la partie conversationnelle, c'est tout nouveau, ça arrive sur les nouvelles technologies. L'idée est d'avoir vraiment de l'interaction avec nos webinars, nos auditeurs, en fait, même s'ils sont digitales. Et donc là, c'est plutôt d'essayer de savoir si la publicité l'intéresse ou pas, déjà pour éviter en fait d'avoir des publicités de 30 secondes, parce que 30 secondes, plus 30 secondes, plus 30 secondes, plus 30 secondes, ça peut finir par un peu lasser. Donc là, déjà, on a cette phase d'interaction, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que ça vous intéresse pas? On est capable derrière de pouvoir lui dire, est-ce que vous voulez jouer, est-ce que vous voulez plus d'informations, est-ce que vous voulez... Et donc d'avoir des débuts de conversation. Donc, le bot, c'est un peu c'est un grand mot pour aujourd'hui, plus que j'appellerais des arbres décisionnels assez bien faits, et sur lequel on est capable sur, c'est pareil, on reste sur du 30-40 secondes, pas plus, commencer à apporter de vrais insights à des marques et être sur une cible utile pour le coup. Et ben, il y a également une réflexion peut-être sur la viralisation des campagnes quand on est sur mobile. Des choses que vous regardez, des KPI que vous regardez. Alors, on est sur l'audio, hein. Donc l'audio, en fait, c'est toujours pareil, on sait que c'est la répétition, et on est sur des médias, on a tous en tête un spot qu'on a entendu enfant, dont on se souvient, on est vraiment sur ce côté très imaginaire, donc la viralité se fait aussi dans cet univers-là, et de dire, ben, j'ai entendu ça, etc. Donc oui, bien sûr, après, c'est compliqué à dire, parce que c'est pas, on va pas retweeter un son, en fait, pour l'instant. Surtout un son publicitaire. Alexandre, quand vous avez conçu les campagnes pour Pandati, vous avez une réflexion sur le storytelling, parce qu'aujourd'hui c'est des campagnes qui sont très tournées vers le produit, mais il y a aussi une volonté d'engager une communauté qui est très active, je crois, sur les réseaux sociaux. Pour répondre à la question initiale sur le storytelling, on est dans un monde digital où il y a beaucoup de compétition. On voit des jeux qui sont incroyables, on voit des créateurs de contenu qui font juste ça naturellement et qui arrivent à raconter des histoires incroyables. Donc, je pense que les marques sont challengées là-dessus pour faire quelque chose qui soit différent de acheter ce produit, il est génial. Donc il faut capter l'attention, c'est capter l'attention. Alors, acheter ce produit, il est génial, il fonctionne toujours, mais dans le futur, il faudra toujours essayer de se renouveler, d'essayer d'être logique sur l'ensemble de la chaîne. Quand on a lancé notre marque, quand on a démarré, on a investi la moitié d'argent qu'on avait dans la marque, dans le packaging, pour avoir une histoire cohérente. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on peut faire la différence, et on a quelque chose de cohérent tout le long de la chaîne, que tous les points de contact soient toujours alignés sur la même ligne directrice, et favoriser un maximum évidemment le bouche à oreille, l'engagement de la marque, l'engagement naturel sur le produit. Avec une communauté qui est très réactive, je pense, sur les réseaux sociaux. On peut donner quelques éléments? Alors, dans les chiffres intéressants, le packaging il a été posté plusieurs dizaines de milliers de fois sur Instagram. Alors, on n'a pas le visuel, mais c'est un petit panda qui est très sympathique. C'est de la publicité gratuite, c'est un engagement, ça montre une réelle affection pour. Donc, vous avez concrètement suggéré à vos clients et clientes de se prendre en photo avec le packaging? Pas forcément. Générer l'émotion, générer l'envie, et c'est ça qui nous a permis, je pense, aussi de faire connaître avec un bouche-oreille positif, qui n'est pas forcément la publicité payante. Et ça n'avait pas été pensé en amont? On avait envie de créer quelque chose de cohérent pour l'ère du digital, et on ne pensait pas que ça serait aussi bien accueilli. Et des nouveaux leviers comme la gamification, c'est quelque chose que vous pourriez proposer? Alors, un jeu vidéo de Pandati avec vraiment, le petit Panda c'est très bien, mais je pense que ce genre de format, même si je les trouve vraiment exceptionnels, ne sont pas encore scalables, en tout cas ils ne paraissent pas scalables pour des petites entreprises, parce qu'on serait une petite entreprise, et ça va être un vrai... Faut parler budget avec Cyril, je sais qu'il peut trouver un marché, on peut faire le Pandati, c'est ça. Non, mais le jour, on disait aussi ça quand Snapchat a démarré. Comment ils vont faire pour réussir à scaler leur modèle de réalité augmentée? On voit qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous qui sont déjà connectés sur la plateforme d'advertising et self-service de Snapchat, ils font quand même des trucs vraiment pas mal, quoi. Et on ne pensait pas que ça pouvait se faire
ça se démocratise. La réalité augmentée, d'ailleurs, c'est aussi une nouvelle façon d'inventer la publicité. J'ai vu qu'une marque de soda récemment sponsorisait la Tour Eiffel grâce au filtre de la réalité augmentée de Snapchat. C'est des choses que vous pourriez aussi un jour faire. Je pense qu'on pourrait le faire, mais si on a les outils pour le faire facilement. C'est juste une crainte au niveau de la complexité de l'outil aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que les formats innovants, c'est plus une question de priorité, quoi. C'est que clairement, on pourrait le faire, mais il y a encore des options qu'on n'a pas poussées encore jusqu'au bout et qui sont aujourd'hui plus accessibles. La technologie qu'on avance sur la créativité ou c'est une question budgétaire? Je pense qu'il y a beaucoup d'expériences qui se font, et quand les expériences sont validées, elles se démocratisent. Aujourd'hui, faire déjà un bon stop motion vidéo, une belle vidéo 3D, c'est déjà en format mobile, c'est déjà une avancée par rapport à une bannière animée, et il y a encore beaucoup de monde qui n'a pas déjà fait ce step-là. Donc soyons pragmatiques. Ceux qui arriveront un peu à faciliter la créativité, ils auront tout gagné, parce que c'est vraiment avec ça qu'on se différencie aujourd'hui. Avec la scalabilité. Alors la créativité permet beaucoup de choses, la technologie en permet aussi beaucoup d'autres. On voit aussi un usage de la data, peut-être pour rendre les publicités plus créatives. On peut penser aux data de personnalisation, de géolocalisation, de la DCO. Chez Sublime, vous travaillez sur des formats comme ça, où la data enrichit la créativité des formats? De toute façon, c'est un moyen, la data, on en a besoin. C'est juste donner la possibilité après de pouvoir scénariser, comme tu l'as dit, une publicité, un format mobile. Mais c'est vrai que c'est un peu le graal absolu pour les marques. C'est d'envoyer le bon message au bon moment à la bonne personne au bon endroit. C'est quand même relativement compliqué. On voyait des campagnes comme Burger King qui s'amusaient à envoyer ses clients chez son concurrent. C'est très audacieux. Pour commander un burger, c'est des choses qu'on pourrait voir arriver prochainement. Oui, je pense, sincèrement. Après, il ne faut pas oublier, on ne va pas en parler trop ici, mais il y a le problème du RGPD, qui est arrivé du consentement l'année dernière, avec toutes les limites qu'il y a eu, on voit encore ce qui s'est passé, notamment sur les standards des SDK publicitaires. Donc, la CNIL doit tester légal et on a aujourd'hui clarifié les règles d'obtention du consentement. En tout cas, ça sera aussi un nouveau terrain de jeu d'exploiter ces data pour rendre les plus créatifs. Non, mais c'est indispensable. C'est indispensable. Mais la finalité, c'est quand même d'exposer une publicité qui propose quelque chose de différenciant, normalement avec un rendu beau. Voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas sur beaucoup de publicités d'endroits classiques mobiles. Violaine, chez Énergie, vous travaillez sur des campagnes qui exploitent la data mobile pour qu'elle soit plus créative? Alors oui, bien sûr, on a une DMP comme Jean Cécile qui a une vocation, pour le coup, chez Énergie, très tournée vers la publicité. On a eu les mêmes écueils que tout le monde, la mise en place d'un CMP en catastrophe au mois de mai de l'année dernière, on va s'en parler. Aujourd'hui, en fait, on se sert toujours de cette data pour rendre l'expérience publicitaire la plus lisse possible pour nos mobinotes. Il ne faut pas oublier, nous, on reste un média, donc on a besoin de convaincre les gens de revenir écouter nos flux. Si la publicité devient trop obstruante, ils vont aller dans la concurrence, et la concurrence, c'est Deezer et Spotify, donc c'est la belle concurrence. Donc du coup, on va travailler, on a travaillé sur des modèles de DCO, donc on adapte la publicité selon les univers de géolocalisation, selon si c'est un homme, si c'est une femme, selon bien entendu des tranches d'âge. On essaie de regarder si... Et vous jouez avec ces data pour faire des formats plus créatifs? Alors on peut, oui, très clairement, nos clients le font typiquement. Alors j'ai en tête un annonceur qui est Canal+, pour ne pas le citer, qui lui pour le coup s'amuse beaucoup là-dessus. On a fait une campagne pour eux de recrutement sur ces événements sportifs où selon la ville dans laquelle on était, on avait un message qui modifiait le sport. Donc on avait grosso modo à Paris, venez voir les matchs du PSG, à Toulouse, venez voir du rugby. À Grenoble, voilà, donc il s'est pas mal amusé là-dessus. Il a fait une autre campagne que je trouvais assez drôle, où en fait il diffusait un son
qui n'était audible que pour les moins de 25 ans. Et donc, ceux qui n'entendaient pas le son n'avaient pas accès à l'offre. Voilà, donc il y a des choses qui arrivent, je trouve que c'est... Les nouvelles écritures, les nouveaux formats. Exactement, c'est un peu exactement. Et je pense que c'est ce vers quoi les premiers modèles créatifs potentiellement peuvent aller, parce que tout le monde veut avoir la cible utile, hein, on entend et on voit. Alexandre, la data mobile, c'est un levier à exploiter pour rendre les publicités plus créatives. Alors, au niveau des publicités, on va regarder l'engagement, on va regarder le taux de partage, on va regarder ce genre de data qui sont assez simples et qui sont assez intuitives. Derrière, encore une fois, je reviens un peu à la même conclusion, c'est sur les plateformes qui permettent d'aller très très loin, très très vite en termes d'audience, beaucoup de choses se font de plus en plus de manière automatique. Donc concrètement, si une créa marche mieux auprès d'une cible, d'une zone géographique, elle va être surpondérée, c'est ça? Elle va être surpondérée quasi automatiquement. Donc c'est même plus à vous, quelque part, de faire cet effort de conception, vous laissez la plateforme le faire à votre place? C'est à nous de réfléchir en permanence en A/B test. C'est à nous de réfléchir en permanence en plusieurs scénarios et ensuite les choses se font naturellement pour avoir les meilleures performances. Après, derrière, si on parle de data, je pense qu'on a aussi si on sort un tout petit peu de la créativité, on est dans un monde où il est beaucoup plus facile d'exploiter la data qu'avant. On a beaucoup plus d'outils de mesure au global, donc je parle dans l'e-commerce, sur le trafic, sur les apps mobiles. Et le fait de pouvoir à la fois stocker, visualiser, exploiter ces données plus facilement permet d'aller plus vite dans les décisions et plus vite dans l'amélioration des créations. C'est pas de DCO pour l'instant. Non. Vous pourriez en faire en vous appuyant sur les données CRM pour mieux cibler une géographie, une population de consommateurs ou de consommatrices? On connaît bien notre consommatrice parce qu'on a 80% de clients entre 25 et 45 ans. À partir de là, on arrive à toucher notre audience en fonction des partenaires avec qui on travaille, les influenceurs, les régies. Et pour l'instant, je pense qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade d'optimisation. Je retourne, peut-être une question pour élargir le débat. On a vu quelqu'un beaucoup parler de sujets sociétaux. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire une pub mobile first sans avoir une marque adaptée à ces nouvelles populations, notamment millennials, qui a quand même peut-être plus de sens qu'avant? Est-ce que ça va bien au-delà de la publicité, Jérôme? En tout cas, sur cette population, c'est sûr que c'est un peu compliqué parce que tout en partie, ils ont rejeté la publicité. Donc, il faut trouver d'autres moyens c'est même pas de les reséduire, de recaptiver cette audience. Et nous, on a une réflexion, c'est de dire, mais est-ce qu'on ne peut pas créer de la pub sans la pub? C'est-à-dire d'aller un petit peu plus loin, parce que c'est vrai que... Casser un peu les codes qui pourraient être rejetés, c'est parler autrement. Oui, c'est parler autrement. Donc, c'est parler peut-être aussi d'éthique, de respect, de transparence, des choses... Mais ça peut pas être juste des postures publicitaires, il faut que l'entreprise fasse un vrai effort de transformation. On est d'accord. Ça implique un énorme effort de transformation. Et c'est vrai que pour nous, c'est un peu compliqué, parce qu'on est en bout de chaîne, on est au bout. Hein. Alors déjà que les agences s'intéressent pas au mobile, il faut pas aller encore plus haut. Donc il faut voir, voilà, exactement. Jérôme, il y a des enjeux aussi sociétaux qui arrivent avec une nouvelle génération, peut-être qui veut autre chose qu'une simple pub, qui veut une marque différente. Alors, très clairement, nous, ce qu'on observe d'abord, c'est qu'il faut en effet se renouveler en termes de type de message publicitaire. On le voit aujourd'hui dans l'univers de l'audio, il y a plein de gens qui se lancent sur les podcasts, donc il y a beaucoup de médias, mais il n'y a pas que des médias. On vient nous voir aussi, donc ce sont des marques qui viennent nous voir avec des podcasts de marques qui expliquent des problématiques. On a vu récemment le groupe Bayersdorf qui est venu avec une série de podcasts sur la peau, sur les problèmes de peau, etc. Ils avaient créé des podcasts et ils venaient pour qu'on les accompagne dans leur diffusion. Donc typiquement, c'est des choses qui arrivent, qui sont toutes nouvelles. Nous, ça nous intéresse aussi, puisque ça participe en fait de notre savoir-faire. Voilà. Et puis, ce que tu disais sur la notion de marque est très importante. On rentre vraiment dans
dans une reprise en compte du son, parce que ça avait tendance à être aussi Du sens. du son. Et du sens. Et du sens aussi, mais du son en fait on avait beaucoup de VOL et puis les gens avaient oublié un peu le spot audio avec ces petites machines dont tu parlais des Google Home et Alexa, etc. On arrive dans des foyers et aujourd'hui en fait on va parler d'une marque, on va moins parler d'un produit, on sait que bientôt on va pouvoir acheter, on commence déjà à pouvoir acheter des produits directement. Est-ce qu'on achète un yaourt ou est-ce qu'on achète un bio Danone? Est-ce qu'on achète du coca ou est-ce qu'on achète du coca zéro Donc la marque va avoir plus d'importance qu'avant dans cet univers. Je pense qu'il y a un vrai travail organisationnel. aujourd'hui, exactement. Donc ça c'est aussi des choses sur lesquelles il va falloir éduquer cette jeune génération et d'éduquer un peu différemment que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Sur genre que la marque soit en phase avec les valeurs de cette génération. Je rajouter juste une chose, j'ai lu rapidement. Hier soir, il y a eu une étude qui a été dictée par Louis Interactive et MyMedia sur le taux de mémorisation d'interaction de la publicité, en global, tout média, avec le fameux bêta de mémorisation de Marienstein. Et les résultats sont différents. Parce que ça classe un peu les idées reçues. La presse arrive largement en tête, avec un taux de mémorisation de 27%. Le digital arrive en dernier, avec un taux de mémorisation de 5%. Donc il reste des choses à faire. Je pense, oui. Alexandre, aujourd'hui, une campagne ça suffit pas, il faut que la marque soit cohérente aussi, qu'elle sache séduire une nouvelle génération. En tout cas, c'était la stratégie que vous avez pour Pronati, qui est une marque qui a mis beaucoup d'efforts tant sur le packaging que sur ses valeurs. Alors, plus que dans le packaging, c'est plus dans les valeurs derrière le produit, derrière la marque. Je pense que j'ai retenu ce qui a dit que l'événement des Cannes, le côté meaningful est devenu vraiment important et je pense que c'est là-dessus que les annonceurs vont être challengés dans le futur. C'est vraiment creuser un petit peu les idées qu'il y a derrière. Aujourd'hui, les consommateurs consomment des produits, consomment des marques, ils sont ambassadeurs de marques qu'ils consomment. C'est pas une religion, mais quelqu'un qui apprécie un produit va en parler. Et on voit des histoires où les marques ont essayé d'être le plus transparent possible de ce côté-là et ça fonctionne bien. Et je pense que tout le monde y gagne. Les marques a essayé d'améliorer les choses, d'être plus transparent, d'avoir des valeurs qui soient vraiment saines, qui soient pleines pour le développement durable, par exemple, c'est un sujet important pour la nouvelle génération et Pronati était évidemment bio, évidemment. On est 1% sur la planète depuis le début de la création de notre entreprise. On essaie de limiter l'impact sur l'ensemble de la chaîne de production. On a la possibilité de le faire parce qu'on est complètement verticalement intégré. Et nous, on le fait à notre échelle, une toute petite échelle, mais on voit clairement un mouvement où même les grandes entreprises essaient de le faire. Je trouve que c'est tous les retailers, Carrefour et compagnie, ils sont tous mis ensemble pour créer un site e-commerce, le produit de consommation zéro waste. Quand on voit ce genre d'action, on se dit ok, ça change et il y a un réel besoin de ramener du meaningful derrière les produits qu'on consomme et de faire un peu plus attention aussi à ce qu'on achète. Ça veut dire que si la marque n'est pas meaningful, on risque de rater sa campagne de communication, qu'il faut aller en amont à nouveau de... Ça pourra fonctionner un temps, mais les consommateurs regardent beaucoup plus ce qu'il y a derrière. Et du coup, ils partagent plus. Et ils partagent plus quand ça leur plaît, et le décrivent plus aussi quand ça leur plaît. Ils se transforment en ambassadeurs. Et 10h26, je demande à tous les trois un hashtag de conclusion. Jérôme, ça serait quoi la conclusion de tout ça? On peut réconcilier, créer la data sur mobile et inventer de nouvelles expériences pour les consommateurs. Oui, mais je pense qu'elle passera par l'individualisation et la personnalisation de la publicité sur mobile, en ayant un respect de l'utilisateur final. Très bien. En tout cas, c'est ce qu'essaie de faire Sublime, exactement. Mais at scale. Violaine, un hashtag de conclusion. Moi, je pense que là, la créativité, ça va être déterminant parce qu'on a un champ possible qui s'ouvre. Et pour le coup, il faut que les annonceurs aussi commencent à monter aussi sur cette partie-là, ce qui est malheureusement moins le cas encore aujourd'hui. Donc il y a un effort de pédagogie, ça serait ça le hashtag d'énergie, pédagogie du marché. Et on invite évidemment tout le monde à consulter les podcasts d'énergie, les chaînes d'énergie, la radio énergie. Merci Gélène. Alexandre, également un hashtag de conclusion. En conclusion, je pense qu'il faut vraiment regarder le petit écran comme un grand écran et
investir à fond dans des formats verticaux et des formats stories, parce que c'est là-dessus que l'audience mobile, en tout cas, passe le temps aujourd'hui. Et il faut pas hésiter à mettre les moyens pour faire quelque chose de drôle, quelque chose de surprenant, quelque chose qui sorte un petit peu des sentiers battus, parce que ça sera toujours bien accueilli et je pense que les risques sont quand même assez limités. On peut faire beaucoup de choses avec peu de moyens et il ne faut pas avoir peur de se lancer. Très bien, on invite tout le monde évidemment à commander des sachets de Panda Team marque Meaningful qui s'adresse aux nouvelles générations. Merci à tous les trois, on peut les applaudir. Et on va vous inviter peut-être à voter pour ce petit déjeuner en scannant ce hashtag. Vous pouvez nous dire ce que vous avez aimé dans cette session. Donc n'hésitez pas à prendre votre smartphone et à prendre une photo du QR code qui devrait vous renvoyer vers un formulaire. Ça peut marcher nativement sur iOS, sur Android, j'ai un doute. Vous pouvez nous suivre évidemment sur internet, sur le site de l'association mmaf.fr, les réseaux sociaux, le blog, la chaîne YouTube. Et je termine en vous donnant les dates des prochains événements de l'association. Il y aura dès la rentrée un petit déjeuner sur le Drive to Store avec Vectory. La traditionnelle session à la Parérité Week, on parlera de commerce, de paiement et de Drive to Store. Un petit déjeuner le 4 octobre sur la mobile attribution avec AppsFire et on vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 5 décembre pour le Mobile Marketing Forum Paris qui en sera, je crois, à la 7e édition, si je ne dis pas de bêtises, je regarde sous l'œil de Catherine qui me fait oui. Donc 7e Mobile Marketing Forum Paris le 5 décembre. Merci à tous, n'hésitez pas à continuer à networker autour du café et merci à tous nos partenaires, à Gameloft, à Verizon de nous accueillir et on vous donne rendez-vous à la rentrée. Bonnes vacances.